Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de ce que moi j'ai traversé et donc je veux parler du stress. Au lieu de faire une vidéo qui va durer et durer et durer parce que je suis quelqu'un qui m'enflamme un peu quand je parle de sujets que je connais bien ou qui m'intéressent ou que je maîtrise, enfin voilà. Plutôt que de faire une vidéo qui va être super longue, j'ai décidé de vous lire ce que moi-même j'ai rédigé. Donc c'est un récit qui est autobiographique, c'est pas un roman ou quoi que ce soit, il y a euh, 8 pages, mais bon, comme je lis assez vite, je vais essayer. Euh, Ça devrait aller, donc c'est pour résumer en fait ce que j'ai vécu, tout simplement mon parcours de vie, et aussi c'est un petit peu un message d'espoir pour les gens qui se retrouvent dans des états de stress chronique ou pitoyables, pas croyables, et qui finalement s'en sortent quand même. Voilà, si je fais cette vidéo, c'est pour ça. Voilà. Donc c'est un petit récit, on va dire, de ma vie. Il y a un titre quand même. J'ai appelé ça J'ai vécu un stress et j'ai vaincu un stress, pardon, imbattable. J'ai vaincu un stress imbattable. Voilà, donc je vais faire la lecture du coup. Euh, une vie ordinaire jusqu'à ce que tout bascule progressivement dans un stress ancré et profond qui avait toujours été présent en moi. Nous sommes en 2013, premier accident sportif relativement sérieux où je chute à ski en arrière, en hors-piste et sans casque. J'ai 17 ans, je suis en faculté de sport à l'université de Savoie et je viens de skier blessé à la cheville, une mauvaise entorse qui m'a valu quelques semaines de plâtre. Je n'ai pas le choix. Soit je descends la piste et j'ai des chances de valider mon année, soit je ne la descends pas et c'est foutu pour moi. Élève boursière, je n'ai pas le choix, encore une fois, et je m'engage donc. J'ai peur, je vais vite et je skie mal. En plus du manque d'expérience, la douleur intense se réveille en moi. On peut skier avec une entorse, d'après l'expérience de certains encadrants. Personnellement, je suis lyonnaise, je ne suis pas née sur des skis, je ne suis pas mauvaise non plus et je descends des pistes rouges ou noires, mais le niveau que j'ai ne convient pas à des Savoyards sortis du ventre de leur mère, les skis devant. Évidemment, je ne suis pas rancunière et je comprends parfaitement cette pression que l'on me met. Je l'accepte et je finirai par avoir un bon niveau à ski. Mais ce jour-là, je tombe. Je tombe lourdement et reste figée dans la neige. Il n'y a personne aux alentours, seule une amie qui s'arrête pour me demander gentiment si je vais bien. Je vais bien. Je me redresse, je me relève et je repars. Stage de 3 jours à Courchevel, ce n'est que le premier jour et il reste encore 2 journées pleines de ski pour faire ses preuves et être évalué, car le cycle se joue bien sur ces 3 jours-là et les notes qui vont avec. Dans le car qui rentre à Chambéry, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal au ventre et une terrible envie de rendre mon dernier repas, à savoir un sandwich au jambon. Je suis un peu stressée à l'idée de m'être fait un traumatisme crânien, mais je ne dis rien et continue en silence de penser au lendemain, à l'excitation de la neige, à l'excitation de cette vie-là. Oui, sans casque et alors, personne ne m'avait prévenu qu'il en fallait un. Et vous savez, à 17 ans, on oublie facilement de se protéger, si tant est que l'on ait déjà un couvre-chef, à savoir pour moi un bonnet épais en laine. Le soir, je rentre donc chez moi. C'est une petite chambre que je loue avec le Crous et qui sera bientôt refaite, heureusement, vu l'état. Sur ma petite table, il y a des boîtes de seringues et de piqûres, des restes de soins que je devais faire pour ma cheville. Je me souviens de l'horreur de ces instants quand un jour c'est une de mes amies qui m'a piqué dans le ventre parce que je n'arrivais tout simplement pas à envisager l'idée. Il y a aussi quelques peluches, des photos sur les murs, de la nourriture dans mon frigo, mais à dire vrai, je ne me sens pas bien et manger n'est pas ma préoccupation première. Je me douche donc rapidement et me mets au lit. J'ai mal à la tête, des milliers d'aiguilles la traversent comme si un champ magnétique se promenait au-dessus de mon crâne. Mes cervicales me font mal et mon oreille droite me lance atrocement. J'ai des vertiges, allongés, et le stress de la douleur commence à monter. Il est 23 heures quand je décide d'appeler le 15 pour être assurée ou à défaut prise en charge. Je leur explique ma chute, ils me parlent, ils me demandent mon âge. J'ai 17 ans, donc je suis mineure, mes parents sont loin de chez moi. Ils essayent de me rassurer et de me demander et me demandent de les rappeler dans 1 heure ou 2 si ça ne va pas mieux. 1 heure ou 2 après, je m'étais endormie, épuisée par ma journée de ski. Le stage se finit donc 2 jours plus tard avec de la fatigue, de l'épuisement et des douleurs. Ma tête ne me fait plus mal, mais j'ai une sensation assez étrange derrière l'oreille que je mets sur le compte de l'altitude et du fait d'être tombée dessus. Ma mâchoire me lance de plus en plus et se déboîte, désaxe régulièrement, si bien que je commence à analyser en détail les angles et les recoins de mon corps qui ont réellement souffert pendant cette chute. La tête a tapé fortement, mais ne semble pas avoir été touchée plus que cela, non. Je pose mes propres conclusions avant de convaincre ma mère d'aller chez le médecin quelques semaines plus tard, une fois rentrée à Lyon.
J'ai tapé l'arrière droit de la tête comprenant la mâchoire et l'oreille droite avec une violente torsion des cervicales à ce moment-là. En fait, toute cette partie. Ma conclusion est là et ne m'inquiète pas plus que cela, mais parfois j'ai des bruits dans l'oreille, des écoulements, des bruits sourds comme si un moteur résonnait à l'intérieur. Parfois, aussi, je perds connaissance quelques fractions de secondes lorsque je m'allonge dans mon lit, les cervicales étirées sur mon oreiller. Et parfois, tout le côté droit de la mâchoire à l'oreille en passant par la nuque est irradié. Les médecins décident de me faire passer une IRM cérébrale en ciblant évidemment le rocher, l'os du rocher. IRM rassurant pour eux. Quelques mois plus tard, tandis que je continue le sport dans mon université et à haute dose, j'ai rendez-vous chez un spécialiste de l'oreille. Le verdict tombe après examen, acouphènes sévères et perte d'audition. Pour la mâchoire, elle est désaxée et la kiné n'y fera rien. Je pars donc avec cette ébauche de diagnostic pour commencer à me faire à l'idée qu'une simple chute à ski est idiote en plus. J'ai récolté un handicap et des douleurs chroniques à vie. Pour être franche, quand on a 17 ans, on aspire à mieux d'un point de vue santé. L'angoisse chez moi, puisque c'est le sujet que je veux aborder dans cet écrit, est née à partir de là. Ce premier accident à ski, engendrant des paralysies du sommeil, des tremblements par la suite, post-traumatiques et tout un tas de soucis et de dérèglements physiques bénins mais très préoccupants pour moi. Accalmie d'une petite année où, pour compenser mes douleurs, je me suis jetée un peu plus et un peu mieux dans le sport. J'avais compris que seule l'adrénaline, la sérotonine, les endorphines, toutes ces hormones-là, sécrétées par la pratique du sport, pouvaient m'apaiser et me permettre de mieux gérer la douleur. Je me souviens tout de même que c'était dur de le faire entendre à certaines de mes amies qui m'accusaient de somatiser et d'en rajouter un peu. C'est la maltraitance sportive, hein, c'est juste une parenthèse, c'est le déni sportif, quoi. L'une d'elles, et gentiment d'ailleurs, m'avait même conseillé de prendre des plantes pour me calmer, de l'homéopathie. Finalement, je me décide à aller voir un ostéopathe qui me remet les cervicales en place. Je vois un spécialiste de la mâchoire bien des années après, qui, avec sa collègue, vont se mettre à deux sur moi pour tenter de remettre l'os en place. Impossible. Seule possibilité donc pour moi, l'opération, et je la refuse catégoriquement. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, en 2015, je chute brusquement dans un accident d'escalade et me luxe la clavicule. Je me souviens, 4 mètres de chute dans une compétition de bloc, mauvaise réception, le coude tape le genou au moment de l'impact sur le tapis, moi accroupi. Mon omoplate se désaxe littéralement et je la sens partir en même temps que le ligament de la clavicule se rompt. Et non, je n'ai pas de douleur particulière à ce moment précis, dopé par l'adrénaline et les endorphines en production cyclique depuis 7 heures maintenant dans mon corps. Je grimpais en effet depuis 7 heures avec de courtes pauses dans la journée, mais trop peu suffisantes. Ainsi, le premier mois, je sens que j'ai mal, que ma clavicule bouge, lorsque je joue au volet, lorsque je cours, et donc, ne me jugez pas, je suis très imprudente. Au lieu d'aller voir un médecin et un chirurgien en urgence, je décide de tout ficeler avec des bandes blanches et larges adhésives. Ce n'est pas la meilleure idée que j'ai, et imaginez un peu le comment immobiliser ou limiter le mouvement d'une clavicule. Eh bien, j'avais pris la tête de l'humérus, donc l'épaule, pour la fixer dans son axe courant vers le bas. Les bandes d'adhésif revenaient par devant et derrière se joindre sur le point central, le thorax. Je pouvais donc grimper, courir, bouger, jouer, dans des mouvements relativement limités certes, et les fois où ma clavicule se déboîtait quand même n'étaient pas rares. Il suffisait que je lève le bras un peu trop avec une contrainte musculaire en plus, par exemple arrêter un tir de volet, se tracter sur une prise d'escalade, et c'était la luxation. Donc, mes notes ont dégringolé en même temps que mon moral et la douleur s'est vue largement amplifiée à cause de l'arthrose et du frottement permanent. Je décide donc de me faire opérer. J'ai raté mon année et les enseignants pour la plupart n'ont pas compris ma blessure et m'ont parfois forcé à jouer blessée. Cette maltraitance a laissé des séquelles que je garde aujourd'hui bien enfermées en moi comme une forme d'injustice qui s'ajouterait à l'injustice. Vous êtes blessé, vous allez vous faire opérer, ne pas terminer votre année haut la main, les professeurs ne vous soutiennent pas, personne ne vous soutient, vous êtes hors jeu. Point final, et il n'y a rien à redire à cela. Au final, c'est très dur à accepter. C'est très dur à accepter pour une jeune fille de 17 ans. J'ai donc affronté cette opération en été 2015 seule. 3 chirurgiens pour m'opérer, un mois de rééducation dans un centre fermé et des études que je ne validerai pas à cause de cette blessure handicapante. Je suis boursière, je ne sais pas quand est-ce que je vais être rétablie. Je ne veux pas retourner à la faculté, j'abandonne tout, le sport, mes études, ma Savoie, mes amis, et le tournant est plus violent qu'un mur que vous prenez en pleine face, faute de l'avoir vu. Je ne détaillerai pas la douleur ou plutôt la souffrance post-opératoire, juste vous dire que je n'avais ni mots pour en parler, ni voix pour en parler, ni souffle pour respirer, juste mes yeux pour pleurer et voir la morphine se rapprocher en fléchettes habiles dans de ma jambe. Évidemment, le burn-out est à venir, mais pas tout de suite. J'essaye de me relever, j'essaye de mettre en place des projets. J'ai une haine et une violence très forte envers mon ancienne faculté de sport. J'ai tout perdu par leur faute et d'être écartée de ma passion, de mon projet de carrière, de tout du jour au lendemain.
C'est une reconstruction que je dois envisager à 20 ans seulement, alors que le sport résume clairement toute ma vie. Je ne vois pas comment vivre sans sport, je ne vois pas survivre sans sport, je ne sais pas comment je vais faire et je me jette donc à fond dans deux autres projets totalement différents. Terminer le roman de science-fiction que j'avais commencé en 2013-2014 pour me détendre après le sport et chercher du travail. Je cherche, je cherche, je cherche, je ne fais que cela. Je ne suis pas totalement guérie 6 mois après et il me faudra 1 an au total pour refaire surface en termes physiques. C'est-à-dire pouvoir refaire du sport sans espérer avoir le même niveau et la même fougue qu'avant. Je reprends doucement avec la natation, moi qui suis un peu aquaphobe, ce n'est pas gagné. La course à pied revient vite dans ma vie et j'explose clairement mes scores avec rage, hargne, haine et vengeance, dirais-je même violence. Je règle clairement mes comptes dans le sport pour la première fois de ma vie depuis 1 an et cela me fait le plus grand bien. Mon cerveau reçoit de nouveau ses doses d'adrénaline, d'endorphine et la douleur toujours présente est réduite avec la présence de ces hormones dans mon corps. Je dors mieux, je mange mieux, même mes parents me paraissent plus tendres à mon égard alors que ce n'est clairement pas le cas et que ça ne l'a jamais été. En 2015, à 3 mois post-opératoire, ma mère me pousse à passer mon BAFA pour rebondir du sport en animation et m'occuper d'enfants dans des séjours sportifs. Je ne lui reproche pas cette idée, mais seulement à 3 mois post-opératoire, c'était clairement trop tôt, et je me souviens en avoir réellement bavé lorsqu'il fallait jouer au ballon prisonnier, courir et faire des jeux entre nous, apprentis animateurs, en stage. Mon attelle me soulageait, je la gardais toujours à portée de main, tout comme quelques cachets volés dans la pharmacie de mes parents, des cachets de morphine ou du moins de dérivés morphiniques. J'ai validé mon BAFA, j'ai travaillé avec des enfants et dans des colonies de ski. 1 an après, en 2016, alors que j'encadrais une colonie de ski, un séjour pour adolescents, et que j'avais retrouvé toute ma mobilité, ou presque, au niveau de l'épaule, que je skiais sans bâton pour éviter les torsions de l'épaule et les accidents, que je serrais les dents à chaque frayeur, imaginant ce qui pourrait se passer si je retombais à nouveau sur la clavicule opérée et cette ligamentoplastie qui n'est quand même pas le truc le plus solide de la Terre. Bref, dernier jour de la colonie, 8 heures du matin, plaque de verglas, nouvelle chute à ski et cette fois ligament croisé. Curieusement, je me souviens bien du choc, du moment où le ligament rompt sèchement, mais comme une dopée du sport ou quelqu'un qui ne veut pas comprendre ce qui lui est arrivé et qui n'a pas plus mal que cela, je me relève. Évidemment, je ne fais qu'un seul pas avant de retomber directement dans la neige, chaussures de ski aidantes. Les conséquences directes sont celles-ci, je me dirige droit vers une nouvelle opération, moins douloureuse cette fois. J'abandonne clairement l'idée de passer mon permis et de conduire, et la dépression s'installe, c'est le coup porté de trop. En 2016, je m'engage enfin dans une reconversion professionnelle après avoir été opérée, et je passe le concours d'infirmière que je ne travaille pas juste pour avoir un projet, et que l'on me fiche la paix pour quelque temps. Dans cet état d'esprit, ça ne peut pas marcher, je n'ai d'ailleurs pas envie que cela marche et je rate les 3 concours que je passe. De peu d'ailleurs, ce qui me fait sourire vu que je n'ai réellement pas travaillé. L'angoisse, le sport me manque. Mon genou douloureux et mon épaule qui tire me font comprendre que je dois freiner ma pratique sportive. Je suis en manque, perdu, triste et abandonné de tous et de tout. Burn-out, attaque de panique et crise partielle d'épilepsie, tout se déclenche là. On dit de moi que je suis un cas physique et psychique clinique. Je suis hospitalisée pour des crises d'angoisse, placée sous médicaments, traitée comme une folle par des équipes de psychiatres. Et lorsque je sors, je comprends que ma reconstruction, je vais devoir la bâtir moi et moi seule. Personne ne m'y aidera, personne ne m'a jamais aidé, et je prends ce constat en pleine face, mon enfance, mon adolescence, mon parcours. Je fais le bilan seul de ma vie, je passe des nuits entières à ne pas dormir, les nerfs me jouent des tours en crise d'angoisse, perte de connaissance, épilepsie, attaque de panique. Je passe 1 an entre les projets que je ne peux pas aboutir, mes parents qui me jettent dehors parce qu'ils ne voient pas ma peine et jugent que j'ai 23 ans et que je peux faire ma vie toute seule, et les pompiers qui interviennent de temps en temps quand la panique est trop grande. Je vis donc 3 mois dehors parce que mes parents jugent que je suis majeure et vaccinée. Dans l'auberge de jeunesse où je suis et que je me paye moi-même parce que j'ai un peu d'argent de côté et que j'ai quand même un CV correct, les gens ne sont pas d'équerre et la drogue est un problème récurrent. En plus d'avoir faim parce que j'ai faim, en plus d'avoir froid parce que c'est en hiver et que l'auberge est pourrie, en plus d'avoir mal parce que j'ai des séquelles de toutes ces blessures et des séquelles lourdes parfois, en plus de mes attaques de panique, en plus de tout ça, je suis seule et je vis cette solitude en décuplé. Mes amis vivent loin, mon ordinateur est cassé, mon téléphone aussi, et c'est là que je repars à zéro dans ma vie. Loin de tous et loin du sport aussi, je me plonge dans un état profond de remise en question qui n'en est pas véritablement un d'ailleurs, juste un état qui me permet de faire la lumière sur ces années de stress, de blessures et de douleurs qui ne m'ont laissé aucun répit et qui pour moi ont été une véritable horreur.
Et croyez-moi, c'est en 2018 que je comprends seulement comment m'en sortir et que je commence à refaire surface psychologiquement après plusieurs tentatives de suicide et des moments qui frisent la folie. Parce que l'attaque de panique et l'épilepsie se distinguent mal encore aujourd'hui. L'épilepsie peut être accompagnée de perte d'identité, de perte de langage, d'hallucinations parfois, de perte de soi, et c'est en partie ce que j'ai vécu. Un jour, j'ai pris conscience de tout cela, ça a pris du temps. J'ai vu un psychiatre qui m'a donné des calmants, et à partir de là, avec des anxiolytiques seulement et rien de plus, j'ai pu commencer à envisager de reprendre ma vie en main. C'est là que j'ai fait plusieurs constats. Je suis douée, je suis même surdouée. Constat positif et réel. Je suis une droguée, je suis une grosse droguée du sport. Constat négatif et réel. Je suis en manque donc, en manque de quelque chose. J'ai vécu dans l'injustice de plusieurs situations et je vous passe certains détails de ma vie personnelle et certaines personnes néfastes qui m'ont largement enfoncé dans ces périodes complexes. D'accord, constat, je connais la vie, je connais la solitude, je connais l'amour, je connais le manque, je connais la malchance, je connais ma force, et je vais m'en sortir. Je m'en suis sortie aujourd'hui, et je vais vous expliquer comment. Donc c'est le début d'une reconstruction longue de 2 ans que j'entame en 2018. Mes parents ont finalement accepté que je revienne chez eux, sous leurs conditions très dictatoriales, avec pour mot d'accueil, par exemple, ici tu es chez nous, pas chez toi. C'était très bon pour un nouveau départ. J'ai appris à les ignorer, et ça a été la première étape de ma reconstruction. Ignorer les gens néfastes, mauvais, ceux qui aspirent le peu d'énergie qui vous reste, les faire sortir de ma vie ou juste les ignorer si vous êtes forcé de composer avec eux. J'ai donc fait progressivement de ma chambre un sanctuaire d'écriture, avec des mots que je dressais sur des feuilles de papier volantes. J'ai commencé à jouer du piano et à m'arrêter sur cet instrument depuis la première fois de ma vie dans mon enfance. Ça faisait des années que je le regardais sans oser en jouer, parce que ça dérangeait, parce que ça faisait du bruit, parce que de toute façon, depuis ma plus tendre enfance, je n'avais pas le droit de vivre, de m'exprimer, d'être moi, car ça dérangeait bien trop mes parents. Mon chien, à l'époque, m'a beaucoup aidé à canaliser mes angoisses, mes pleurs, mes doutes, mes questionnements. C'était de l'amour gratuit, cette forme d'amour que personne ne m'avait jamais offert et que je découvrais. Je me suis donc posé cette question. Qui suis-je? Je ne le savais plus trop, mais je me souvenais, en revanche, de qui j'avais été avant. Une sportive, une artiste douée et talentueuse aussi, une fille aimée et entourée de plein d'amis, une petite enfant sensible et contemplative, une jeune fille intelligente et précoce, une enfant attirée par la musique et le chant, indéniablement, une enfant rieuse et très souriante, une fille dévouée aux autres avec un très fort caractère dès son plus jeune âge, un garçon manqué par période dans ma vie, une compétitrice et une fille avec un gros potentiel sportif. J'en passe. J'ai écrit toutes mes compétences sur un bout de papier et je me suis dit, tout ce que tu as raté, tu vas le rattraper autrement, juste avec ce que tu es réellement au fond de toi. Il n'y a pas d'erreur, juste des apprentissages. J'ai réservé mes matinées ou quelques heures par jour à de l'introspection. J'ai repris mes dessins, mes écrits, mes romans inachevés, mon piano. J'ai fait l'effort de développer mon oreille blessée au maximum pour compenser la perte d'audition et les acouphènes, et je suis passée par la musique classique et la méditation. J'évitais les paroles dans les chansons qui me déprimaient. J'évitais les mots, j'évitais les gens, j'évitais les stimulations autres que celles que je pouvais ressentir comme étant positives. L'introspection me faisait du bien, dessiner m'apaisait, l'hypnose et la méditation m'ont aidé à accepter ma vie sans sport, ou du moins avec une pratique limitée et réduite. J'ai soigné mon cerveau de ces attaques de panique en apprenant à réécouter progressivement et correctement le monde qui m'entourait. Musique classique, hypnose, piano, magnétiseur même, langues étrangères. Les langues étrangères me renvoyaient à un apprentissage enfantin. Comme un enfant qui apprend et découvre l'environnement dans lequel il est, je me suis aidée des langues, de l'anglais notamment, de l'allemand, et un jour j'ai pris le parti de voyager et prendre le large, non pas parce qu'on me mettait dehors, mais parce que j'en avais besoin et que je l'avais décidé. J'ai aussi décidé de réduire mes anxiolytiques dans le même temps, en étant tout à fait prête. Il m'arrive encore le matin de me lever angoissée, mais j'ai des alternatives autres que les médicaments et qui font barrage immédiat à mon stress car inculqués comme schéma au plus profond de moi, le piano, la musique, l'écriture. Au bout de 5 minutes de piano, à peine je suis détendue, si ça ne marche pas, je m'étire. J'ai appris à me connaître et savoir ce dont mon corps et mon esprit ont besoin pour être calme et bien. Le corps découlant de notre esprit, j'ai fait de très gros progrès comme ça et toute seule en partant de ce postulat de base, je dois tout réapprendre. Réapprendre à vivre, réapprendre à être, réapprendre à penser sans pour autant changer. Et je n'ai pas changé, je suis toujours la même, voire même bien plus qu'avant, sans angoisse, sans frayeur, sans peur, sans douleur non plus, car mes douleurs chroniques se sont réduites avec la baisse du stress et que je sais m'apaiser seule via des passes magnétiques que j'ai apprises moi-même. Et aujourd'hui, je vais bien, et j'ai envie de dire à ceux qui sont dubitatifs de ne jamais douter de leur potentiel de guérison. Voilà. Donc,
effectivement, c'est peut-être beaucoup plus productif de faire des vidéos avec des écrits que j'ai déjà rédigés avant. Parce que du coup, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui m'éloigne facilement des sujets ou qui répète 300 fois les mêmes choses. C'est aussi mon problème, pour être sûr que les gens ont bien compris. Euh, voilà. Donc c'est un récit, c'est mon récit de vie, hein, c'est personnel. Je suis pas rentrée dans tous les détails de mon enfance parce que voilà, je veux dire, j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai fait des attaques de panique. À un moment même, à écouter les médecins, j'étais un cas clinique désespéré. Aujourd'hui, j'ai des anxiolytiques un le matin, un le soir, et je vais bien. Et je vais bien. J'ai pas eu de suivi psychologique particulier. Euh, j'ai pas été prise en charge particulièrement et heureusement parce qu'en fait je me suis très vite éloignée de ce système-là quand j'ai vu qu'il me correspondait pas. Quand j'ai vu que la psychiatrie me correspondait pas, quand j'ai vu que la psychologie ne m'apportait rien parce que toute la psychologie qu'on m'apportait, j'avais déjà fait le travail moi-même, euh, j'ai décidé tout simplement euh, d'adopter, on va dire, une méthode plus neuropsychologique en fait. J'ai décidé de me baser. Bon, j'ai décidé de partir pour expliquer un peu ce que j'ai écrit, pour me soigner, entre guillemets, pour m'apaiser. J'ai décidé de partir du postulat, de prendre en compte mon corps dans sa globalité. Le corps, je le connais très bien. Mon corps, je le connais très bien. Je l'ai toujours très bien connu. C'est pour ça que j'ai fait du sport et c'est pour ça que j'ai eu un très bon niveau dans le sport et c'est aussi pour ça que quand j'ai arrêté le sport, ça a été une catastrophe parce que mon corps était dopé, mon corps était drogué et mon corps forcément était en manque. Et donc le corps en manque, c'est le cerveau en manque. Le cerveau en manque, c'est un cerveau qui disjoncte tôt ou tard. Euh, voilà, donc comme j'ai expliqué, comme j'ai lu, j'ai essayé de m'en sortir, hein, j'ai fait plein de choses pour ça. Mais ça ne marchait pas. En plus, clairement, j'avais un peu la poisse, hein, je cherchais du travail. C'était pas une période où euh, voilà, je trouvais pas de travail. Clairement, il n'y a pas beaucoup de boulot. Enfin, c'est pas facile de trouver un travail, surtout quand on vient de se faire opérer, qu'on n'a pas une amplitude totale avec son épaule. Il y a des métiers qu'on peut pas faire. Je pense notamment aux métiers physiques euh, où il y a du travail, ben on peut pas les faire. Voilà, donc j'ai vraiment vécu des moments vraiment très compliqués sur tous les plans, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau familial, parce que je l'ai pas suffisamment expliqué là-dedans, mais mes parents ne me soutenaient pas du tout. Euh, Mes parents ne me soutenaient, ils m'ont soutenu dans aucun de mes projets, on s'en doute, puisque je l'explique bien que j'ai eu 23 ans, et quand j'ai eu 23 ans, ils m'ont foutu dehors. Et voilà, en gros, maintenant t'es grande, tu te démerdes. Euh, donc effectivement, j'ai vécu des choses très difficiles, j'ai vécu des choses horribles. C'était, je sais pas, j'aurais pas les mots pour le décrire aujourd'hui. Même le mot cauchemar, vous voyez, il est pas approprié. Il est pas assez fort, il est pas assez puissant. Pourtant, un cauchemar, a priori, c'est quand même puissant. Non, le mot cauchemar n'est pas assez puissant, mais je pense que ce qui ressort de moi, c'est que je suis quelqu'un qui finalement ait beaucoup de recul. J'ai beaucoup de recul sur ma vie, j'ai beaucoup de recul sur plein de choses, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été capable de m'aider toute seule, parce que dans le fond, personne m'a aidée. Euh, voilà, c'est quand même terrible, et c'est aussi ce qui m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses quand j'ai vu que personne m'aidait, que personne voulait m'aider, que personne n'était capable de m'aider. Personne n'essayait, ça m'a vraiment fait violence. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, les gens sont tous égoïstes à ce point-là, les gens sont tous centrés sur eux à ce point-là. Euh, et donc il y avait cette partie-là, et puis d'un autre côté, je suis allée voir une psychologue quand même, j'y suis allée 2 fois, hein, pour être honnête. Et la psychologue m'a dit, bah écoutez, moi je veux bien vous aider, mais vous avez fait quand même un très bon chemin, un très gros parcours toute seule. Vous vous connaissez très bien, vous allez vous en sortir. À partir de là, j'avais entendu ce que je voulais entendre, je savais que j'allais m'en sortir effectivement, je le savais au fond de moi. Et donc j'y suis pas retournée, voilà, clairement. Et j'ai continué ce que je faisais, ce que j'avais entrepris de faire, c'est-à-dire me tourner vers des passions que j'avais, des sujets qui m'intéressaient. Quand on frôle la mort, parce que j'ai frôlé la mort, hein, dans ces 2 accidents, il y en a un des deux quand même où j'ai frôlé la mort. Le premier accident de ski, j'ai pas frôlé la mort, mais il s'est avéré par la suite que j'ai eu une fracture du rocher qui n'a pas été diagnostiquée à l'IRM parce que l'IRM a été fait trop tard.
l'IRM cérébrale a été fait trop tard, donc la fracture du rocher était soignée. Donc j'ai des séquelles, toujours aujourd'hui. Je gère parce que voilà, mais ce que je veux expliquer, c'est que euh, quand on frôle la mort, quand on est confronté à la maladie, au handicap, aux blessures, à des choses très graves, très jeunes et très tôt, parce que finalement 17 ans c'est beaucoup trop jeune pour ce genre de blessure, euh, quand on est confronté à ça, on a deux choix. On a deux options. Soit on continue dans cette même voie, si vous voulez, euh, le surentraînement, le sport, ne pas s'arrêter, continuer, et puis on enchaîne les blessures. C'est ce que j'ai fait. J'ai enchaîné les blessures. Donc fracture du rocher, trauma crânien du coup, trauma crânien, fracture du rocher, acouphène, euh, et explosion de la mâchoire, je saurais pas comment le dire, mâchoire désaxée. Euh, voilà, donc ça a été pour le premier accident. J'ai tenté que je m'étais déjà fait de la cheville juste avant, mais ça, c'est pas très grave, une cheville, c'est pas vraiment ce qui m'a traumatisé le plus. Euh, donc j'ai commencé par ça, vraiment. Le premier accident grave que j'ai eu, c'est celui-là. Grave parce qu'effectivement, il aurait pu être grave, clairement. Il ne l'a pas été, heureusement. Mais grave parce que surtout, il a déclenché chez moi un sursis. Il a déclenché chez moi l'idée de sursis. C'est-à-dire, j'ai compris, en faisant des paralysies du sommeil, ça engendrait des paralysies du sommeil, ça a engendré plein de choses, hein, chez moi, une forme de tétanie par moment, des tremblements vraiment au niveau nerveux. Euh, je me posais la question, je me disais est-ce que c'est nerveux ou est-ce que c'est neurologique? Parce que j'ai quand même tapé la tête, j'ai quand même, voilà, quand ton corps ne suit plus, ne répond plus à certaines commandes, euh, t'as 17 ans, t'es perdu, t'es seul, tu viens en Savoie, loin de tes parents ils en ont rien à faire, parce que clairement ils en avaient rien à faire. T'es dans un milieu sportif très compétitif, très dur, où la blessure n'est pas acceptée, où la blessure n'est pas tolérée, où il y a même un déni de blessure, c'est-à-dire que j'ai été pendant très longtemps en colère contre la faculté de sport de l'Université de Savoie. Aujourd'hui, je ne suis plus en colère parce que j'ai compris qu'ils sont dans un déni de blessure, ils sont dans un déni sportif de blessure, ils font pas exprès. Je les ai pardonnés de ce point de vue-là, je sais qu'ils font pas exprès, ils sont dans le déni, c'est tout. À partir de là, je les ai pardonnés, mais c'est vrai que du coup, j'étais vraiment toute seule, et je me suis retrouvée toute seule, très jeune et très tôt, à faire face à des blessures sérieuses, à faire face à des problèmes sérieux, à des questionnements sérieux, des questionnements d'adultes, hein. Et surtout, à 17 ans, bah, j'ai compris qu'après la vie, il y avait la mort. Voilà, ça a été ma première confrontation directe à la mort, parce que finalement, quand votre corps répond plus à certaines commandes, ce que j'expliquais il y a 3 secondes, quand vous vous évanouissez sans raison, parce que vous avez un problème au cervical qui vous fait perdre connaissance, j'ai aussi un problème au nerf vague, euh, voilà, enfin bref, plein de petits trucs comme ça, plein de petites séquelles. Le nerf vague, c'est quand même le nerf le plus important qu'on ait dans le corps, donc qui engendre quand même de gros problèmes. Quand il est trop stimulé, surstimulé, quand il est endommagé, quand plein de choses, voilà, ça engendre des gros problèmes. Euh, et donc voilà, j'ai dû me battre seule face à ça. Et donc c'est vraiment ce qui a déclenché, je crois que ça a été l'élément déclencheur euh, de l'angoisse. Disons que j'ai toujours été un peu angoissée dans ma vie, même avant. Euh, voilà, avant un examen, enfin, on est tous un peu angoissés à un moment donné dans nos vies. Mais là, ça a été libérateur de toutes les angoisses. Et en fait, j'ai essayé de combattre cette angoisse par le biais du sport, et je l'explique dans ce que je dis. J'ai combattu la douleur, donc la douleur physique réelle et les angoisses en faisant le double de sport pour être libérée de tout ça par les endorphines, par les hormones produites par le sport, etc., qui m'apaisaient réellement. Euh, donc j'ai fait un choix crétin, celui de ne pas voir. Voilà, je reprochais quelque part le déni des enseignants de la faculté de sport de pas voir que j'étais blessée, mais j'étais dans ce même déni en me disant de toute façon je veux pas m'arrêter. Moi j'avais la haine, j'avais la hargne surtout, j'étais très tenace, je ne voulais pas m'arrêter, je voulais continuer mes études de sport, je voulais y arriver, je voulais tellement de choses, j'ai bouffé toute mon énergie là-dedans, j'ai bouffé toute ma force là-dedans. Euh, j'ai j'ai trop donné pour ça, beaucoup trop donné de moi. Euh, et donc j'ai continué.
j'ai continué le sport et malheureusement, un malheur n'arrivant jamais seul, après je me suis faite l'épaule, je me suis fait opérer. Euh, le choc post-opératoire a été euh, violent, là encore j'ai pas les mots pour en parler comme j'explique. J'étais pas capable de parler, j'arrivais pas à parler à mon réveil, hein. Pas capable de parler, pas capable de respirer, j'avais du mal à respirer parce que ça touche la clavicule, ça touche le thorax, donc on m'a ouvert le thorax aussi, hein. Donc pas capable de parler, pas capable de respirer, pas capable de manger, pas capable d'expliquer qu'on a mal, même pas capable de prendre conscience qu'on a mal, tellement la souffrance et la douleur est à un stade où vous arrivez même plus à prendre conscience que vous avez mal. Donc je me suis évanouie dans mon lit d'hôpital, j'ai été piquée à la morphine plusieurs fois. J'ai atterri en centre de rééducation où je me reconnaissais à peine dans un miroir, je savais à peine que c'était moi. Enfin voilà, quoi, tout ce qui est lié au choc post-opératoire. Donc, c'est très violent le choc post-opératoire. En plus, c'est une opération qui est très peu pratiquée, puisque le chirurgien qui m'a opéré a pratiqué cette opération, je pense, 2 fois dans sa vie, quoi. Et j'espère pour lui qu'il aura l'occasion euh, de renouveler cette expérience, mais enfin, j'espère pas pour ses patients par contre, mais voilà, c'est une opération qui nécessite l'intervention de 3 chirurgiens, un chirurgien de l'épaule, un chirurgien thoracique et un chirurgien du genou, parce que on m'a pris le ligament au genou, enfin le ligament, le comment ça s'appelle, le tendon, enfin je sais plus, le truc quoi. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails glauques, hein, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en fait, tout ça, moi, ça c'est vraiment partie du sport, d'un manque de sport, de la maltraitance dans le sport, des blessures chroniques, des séquelles, et vraiment, les attaques de panique sont parties de là, de ça. Ça a été une bombe à retardement, voilà, je cherchais le mot si vous voulez, ça a été une bombe à retardement, jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out, effectivement. J'ai parlé de tentative de suicide, bon, je suis pas vraiment allée au bout mais j'avais quand même des idées qui étaient très noires, hein. Clairement, j'avais plus envie de vivre. J'avais plus envie de vivre parce que j'avais plus envie d'avoir mal. J'avais plus envie de vivre parce que j'avais plus envie de ne pas dormir, parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, tout simplement. Euh, et personne, et personne m'aidait. Personne le voyait, personne m'aidait, à part ma mère pour me reprocher que je faisais rien toute la journée. Alors qu'en vérité, je cherchais juste une solution pour m'en sortir. Et une solution pour m'en sortir, c'était trouver un travail. Euh, Et j'arrivais, en plus de ça, j'arrivais, je crois, parce que je suis quand même une bonne comédienne, hein, j'arrivais à donner le change, hein. C'est-à-dire que les entretiens d'embauche se passaient bien, le boulot se passait bien, euh, voilà, ça se passait bien, c'est juste que je m'épuisais un peu plus à chaque fois. J'avais du travail, j'arrivais à trouver du travail, j'arrivais à travailler, j'étais très sociable, très souriante, une vraie façade, une vraie façade, une vraie sportive, très heureuse, très épanouie, mais derrière tout ça se cachait beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de maltraitance. Et voilà, et un jour, bah, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, j'ai pas été soutenue par mes parents, qui ça a été très violent quand ils m'ont mise à la porte. Euh, J'avais nulle part où aller, je suis allée dans une auberge de jeunesse. J'ai vu des choses horribles là-bas aussi, hein, des gens qui se droguaient, des gens qui buvaient, des gens qui... Voilà. Le- Bref, pas entrer dans les détails, mais on m'a fait des avances, hein, clairement. J'étais une jeune femme, je suis une jeune femme assez jolie, euh, donc des avances j'en ai eu. Je les ai toutes refusées, mais je me sentais pas en sécurité, donc des angoisses, plus le fait de pas être en sécurité dans un environnement qu'on connaît pas, sans ses parents, sans personne, être abandonnée de tous une nouvelle fois. Honnêtement, j'ai dû puiser en moi une force insoupçonnée et insoupçonnable. J'aurais jamais imaginé dans ma vie avoir autant de force, hein, pour faire face à ça, pour faire front à ça et pour me réveiller un jour en me disant t'as des compétences, t'es quelqu'un de bien, t'as des compétences, t'as de la valeur, t'es doué, t'es surdoué, tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, tu sais ce que tu vas faire dans ta vie, t'as toujours eu des rêves, t'as toujours eu des objectifs, maintenant tu vas te reprendre en main. Et ça, je l'ai fait toute seule. Voilà. Ça, je l'ai fait toute seule. Et effectivement, j'ai réussi à négocier en passant par des menaces de police et de commissariat, hein, le fait de revenir chez mes parents, de retourner chez mes parents, parce que j'avais rien pour vivre, j'avais presque plus d'argent, parce que les auberges de jeunesse ça coûte cher, hein, surtout quand on reste 3 mois dans une auberge de jeunesse, c'est pas donné, c'est le prix d'un loyer, donc voilà. Donc j'ai négocié le retour,
Donc effectivement, là encore, il m'a fallu à peu près 3 mois pour, même plus, hein, j'ai encore, j'ai encore les nerfs contre eux. Pour les pardonner, c'est compliqué, les relations sont très tendues. Là, je suis encore chez mes parents aujourd'hui et je cherche activement des solutions, et j'ai trouvé d'ailleurs une solution pour partir rapidement. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est ce que j'explique, c'est que j'ai fait de ma chambre un sanctuaire. Personne n'avait le droit d'y rentrer, parce qu'ils m'ont clairement dit quand je suis revenue, ici c'est chez nous, c'est pas chez toi. Moi je me suis dit, bah ma chambre c'est la mienne, c'est pas la vôtre, tout simplement. Ça a été un déclic pour moi, et je me suis dit, ma chambre c'est peut-être quoi? C'est peut-être 10 mètres carrés, mais dans ma chambre j'ai un piano, dans ma chambre j'ai de quoi dessiner, dans ma chambre j'ai une connexion internet, dans ma chambre je vais recréer toute la sécurité que je n'ai jamais eue, toute cette sécurité-là, je vais me connecter à moi-même, je vais me reconstruire tout simplement. J'ai repris le chant, j'ai repris le piano. Il y a eu une grosse période où je cherchais du travail, donc 3 mois sans emploi. Pendant tous ces 3 mois-là, c'est long, ça pourrait être vraiment une tuerie. Je crois que ça pourrait tuer et achever certaines personnes. Donc passer 3 mois à rien faire, entre guillemets. Je n'ai pas rien fait, j'ai écrit, j'ai créé, j'ai joué du piano, j'ai écouté de la musique, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'hypnose, de l'auto-hypnose, euh, de l'introspection, véritablement. Euh, je me suis penchée un peu vers l'ésotérisme, mais ça m'a pas intéressé plus que ça, honnêtement. J'ai vu plusieurs magnétiseurs qui m'ont beaucoup aidé. Ça, je peux pas le renier. Voilà, qu'on y croit pas, peu importe. Je veux dire que les magnétiseurs, euh, évidemment, si c'est pas des charlatans, hein, il y en a aussi, m'ont beaucoup aidé à soulager toutes les douleurs chroniques que je pouvais avoir. Voilà, j'avais vraiment des douleurs chroniques que je ne saurais pas expliquer, mais c'est comme si c'est à hurler en fait, des douleurs chroniques qui sont à hurler, comme si on vous déversait de l'acide dans la colonne vertébrale et tout le circuit nerveux est acidifié, quoi. Donc ça remonte jusqu'aux oreilles, derrière la nuque, dans le dos, de partout. Vous avez le corps acide, le corps acidifié. Euh, et ben effectivement, ce que j'ai pas écrit là-dedans, c'est que dans cette période-là où j'avais des douleurs vraiment chroniques qui étaient très violentes, très acides, déjà je n'ai jamais parlé à mes parents parce que je savais qu'ils comprendraient rien, donc j'étais encore seule encore une fois, face à ça. Euh, je me suis posé la question d'aller voir un médecin parce que je trouvais pas normal en fait d'avoir des douleurs chroniques aussi acides. On m'avait prévenu hein, que j'allais avoir des douleurs chroniques, que le circuit nerveux était touché, etc. On m'avait prévenu de plein de choses, on m'avait expliqué plein de choses, j'acceptais plein de choses. Euh, mais là, c'était vraiment des douleurs trop violentes. C'était des douleurs à hurler et à pleurer le soir dans mon lit, à mordre mon oreiller, à ne plus savoir quoi faire, quoi. Et les médicaments n'y faisaient rien, hein. Je pouvais prendre des Doliprane, ça faisait rien. C'était vraiment des douleurs aiguës parce que toute l'énergie était bloquée en fait. Donc je suis allée voir des magnétiseurs qui m'ont aidé. Euh, des crises comme ça de douleurs intenses, j'en fais encore aujourd'hui. C'est beaucoup plus rare qu'avant. Euh, et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est posé la question à un moment, une question qui m'a ébranlé énormément, hein, parce que j'étais déjà au plus bas, j'essayais de me reconstruire comme je pouvais, c'est poser la question d'un cancer. Euh, cette question, en fait, comme je suis quelqu'un de très angoissé, j'étais très angoissée encore, hein, même si je faisais plus trop d'attaques de panique, plus trop de crises, euh, cette question, j'ai pas voulu me la poser. Clairement, quand la question s'est posée, en fait, j'ai dit, cancer ou pas, je m'en fous, je ne veux rien savoir. Euh, voilà, j'ai joué gros, hein, j'ai joué ma vie, mais j'ai eu de la chance parce que ça n'en était pas un. Mais voilà, ça m'a traumatisée, ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup de peine, beaucoup de mal. Donc la mort, les questions morbides, en fait, je les ai frôlées plusieurs fois, je les ai connues plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. De mes 17 ans à mes 24 ans, j'ai connu que ça. Euh, donc vous voyez, je suis un peu ébranlée à en parler quand même, parce que ça touche à ma vie personnelle, mais je tiens à faire cette vidéo parce que je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Euh, et je crois que j'ai envie qu'ils me connaissent, peut-être qui me connaissent, juste qu'ils sachent. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent pas et que je connais pas non plus, qui ont des problèmes chroniques, qui ont vécu des choses similaires à ce que j'ai vécu, je fais cette vidéo pour leur dire surtout ne baissez jamais les bras, n'arrêtez jamais de vous battre, n'arrêtez jamais d'y croire. Vous avez toute la force en vous.
il faut vraiment que vous vous battiez. Voilà. Parce que quand on a, moi j'ai 24 ans, 23 ans et quelques à l'époque, en fait la question du cancer s'est posée très tôt au niveau du col de l'utérus, et cette question-là, à l'époque, je l'avais acceptée, j'avais fait un peu des examens, on m'avait dit non et tout, c'est bon, tout va bien, faudra faire comment dire, des visites régulières. Bon, évidemment, je crois que mon caractère vous l'avez cerné, je suis pas quelqu'un qui suis très porté vers la médecine, donc les visites régulières, moi je les ai jamais faites, hein, jusqu'au jour où, dans cette période justement de burn-out, d'angoisse phénoménale, d'attaque de panique, etc., je me suis souvenu cancer. Voilà, ça a résonné en moi, je dis merde, le suivi je l'ai pas fait, etc. Donc une autre suspicion effectivement, parce que voilà, c'était pas très joli, finalement ça s'est avéré négatif encore une fois, donc encore une fois sauvé. Et effectivement, cette question de cancer, elle est là depuis longtemps, parce que quand j'ai eu des douleurs après horribles, des douleurs chroniques horribles dans le dos, comme j'expliquais tout à l'heure, qui m'irradiaient de partout, j'ai pensé aussi cancer, voilà. Et finalement, non. Donc j'ai de la chance, hein, j'ai de la chance, mais c'est quand même des questions que je me suis posées en plus de mes blessures, en plus de mes accidents, en plus de tout ce que j'ai vécu. Je veux dire, j'ai vraiment été plongée, la vie m'a plongée dans des états lamentables, euh, et j'ai rien fait pour ça, hein. Voilà, c'est juste pas de chance. Euh, et aujourd'hui, j'en sors grandi. Aujourd'hui, j'en sors grandi. J'en sors grandi, j'en sors guérie aussi, et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut dire, et ce que je souligne aujourd'hui, j'en sors guérie et totalement guérie. Je suis pas à l'abri, évidemment, et je l'espère pas, de me faire mal demain, d'avoir un autre truc qui me tombe sur le coin de la tête, comme on dit. Je suis pas à l'abri, mais je suis bien plus armée, bien plus confiante, et je veux dire, quelque part, toutes les guerres, je les connais, toutes les guerres, je les ai faites, euh, donc j'ai pas peur. Voilà, je suis quelqu'un qui n'ait plus peur. Pour me mettre à terre aujourd'hui, il en faut beaucoup, euh, parce que justement, j'ai été mise à terre. J'ai été mise à terre plusieurs fois, j'ai rampé à terre, comme on dit, même sous terre, même 6 pieds sous terre, et je suis remontée, parce que j'adore l'escalade et je sais grimper, donc je suis remontée. Non, c'était de l'humour. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo que je voudrais pas faire trop longue et que je voudrais pas euh, faire trop sérieuse aussi, parce que je sais que je parle de sujets qui sont sérieux. Euh, je sais que la vie que j'ai eue, honnêtement, je serais la pire des garces si je la souhaitais à quelqu'un. Je la souhaite à personne. La vie que j'ai eue, le passé que j'ai eu, les épreuves que j'ai traversées, c'est des épreuves que je ne souhaite à personne. Vraiment, je pense que ça fait grandir, voilà. Mais il y a des gens, des fois, ils me disent, ah, mais t'es mature et tout. Enfin, des gens qui me complimentent, qui saluent mon parcours de vie pour ceux qui sont au courant. J'ai envie de leur dire, je suis mature, mais vous restez comme vous êtes. Voilà. Parce que moi, j'ai pas fait le choix d'être mature. J'ai toujours pas accepté quand même, parce qu'on peut pas tout accepter, cette partie de vie, cette partie d'enfance, cette partie de jeunesse du moins qu'on m'a volée. Euh, on m'a volé 5 ans, 6 ans de ma vie. C'est énorme. C'est énorme. Surtout pour une jeune fille qui a envie de vivre, qui a envie de faire plein de choses, de partager plein de choses avec plein de personnes. Enfin voilà, quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge et qui a envie de découvrir, qui a envie de partager, qui a envie de voyager, qui a envie de rigoler, etc. On m'a quand même, la vie m'a quand même volé beaucoup de choses. Euh, et donc ça a été très progressif parce que la vie en fait m'a arraché tous mes petits bonheurs, les uns à la suite des autres. Le sport en premier par les blessures, la montagne, la nature aussi. Je vivais en Savoie, c'est quand même un endroit qui est magnifique. Euh, voilà, bah, ça m'a été arraché de facto quoi. Mes amis, le sport, mon projet de carrière, enfin voilà, c'est vraiment des questions de reconversion professionnelle, des questions de réapprentissage, de réapprendre à être, de réapprendre à faire des mouvements aussi, parce que la kiné, j'en ai pas suffisamment parlé, mais la kinésithérapie, je la connais bien. Réapprendre à être, réapprendre à vivre, réapprendre à faire des choses, réapprendre à respirer calmement, correctement, réapprendre à gérer son corps, euh, un réapprentissage total. Je trouve que c'est quand même, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, mais une jeune fille de 17 ans, même de 20 ans, même de 24 ans, 25 ans, n'a pas forcément envie d'entamer ce genre de démarche et n'a pas forcément envie de connaître ce genre de choses. Voilà, moi si ça avait été à refaire,
et ce n'est pas à refaire, et tant pis, et je l'accepte, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, je serais pas partie en fac de sport, je crois que j'aurais fait une école d'art. Voilà, c'est ce que je me suis dit il y a pas très longtemps dans mon bilan de rémission, on va dire, parce que j'appelle ça vraiment une rémission, parce que c'est une guérison totale et qui me fait le plus grand bien. Aujourd'hui, je suis totalement libre, totalement libérée. Je redécouvre ce qu'est la vie, je redécouvre ce qu'est vivre, tout simplement, profiter de la vie, profiter des choses simples. Jouer du piano, par exemple, je comprends pas pourquoi, euh, j'ai 24 ans, j'ai découvert le piano à 23 ans, alors que le piano était chez moi depuis mes 8 ans. Voilà, je n'ai jamais touché le piano avant, sauf pour jouer une mélodie qui s'appelle, c'est l'hymne à la joie d'ailleurs, j'avais apprise. Euh, voilà, et en fait j'ai pris le piano, je l'ai mis dans ma chambre, et j'ai eu un déclic. Je me suis dit maintenant, t'es passionné de quoi? Je suis passionnée d'astronomie, je suis passionnée de langues étrangères, je suis passionnée de dessin, je suis passionnée de musique, de chant, de littérature, de piano. Le piano, c'est vraiment ma plus grande passion et ça l'a toujours été en fait. C'est pas en jouer spécialement, c'est entendre le piano, ça me transporte. Voilà. Vivaldi, les quatre saisons, Mozart, Bach, des compositeurs qui sont quand même, qui ont quand même fait leurs preuves hein, dans le passé. Euh, la musique classique. Voilà, moi c'était la musique classique. En fait, je me suis dit, t'as plus le sport maintenant. Alors qu'est-ce que tu as d'autre? Voilà, et ça, c'est très dur, c'est très très dur. Je pense que seuls les sportifs peuvent comprendre. Euh, alors peut-être pas que les sportifs, mais les sportifs peuvent comprendre. Imaginez, vous êtes sportif du jour au lendemain. Moi, je faisais 14 heures de sport par semaine quand même, hein, plus les compétitions. Du jour au lendemain, on vous enlève 14 heures de sport par semaine, plus les compétitions, et il vous reste quoi? Quand le sport, c'est votre vie, quand le sport, c'est votre façon d'être, quand le sport, c'est vos amis aussi, c'est vos rencontres, c'est votre quotidien de vie, c'est votre lieu d'habitation parfois. Quand moi j'ai fait des études, ça m'a obligé à bouger et à découvrir la Savoie. La Savoie, c'est ma terre, ça me manque, c'est chez moi. Euh, voilà, et quand vous vous retrouvez avec rien du jour au lendemain, et en plus, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec rien, mais avec moins que ce que vous aviez avant, parce que vous êtes blessé et votre corps ne répond plus, vous avez des choses en moins, vous allez devoir réapprendre, euh, vous êtes obligé de vous poser euh, cette question qui est très délicate et très difficile. Moi, j'ai mis des années avant d'accepter de me poser la question, c'est-à-dire que la question était au fond de moi, je la voyais, la question, je me disais non, non, tu te la poseras pas. Je me suis posé la question quand même un jour, contrainte et forcée. Je me suis dit, bon, bah maintenant il n'y a que le sport. Voilà. Alors maintenant on va faire quoi? Hmm. On va faire quoi? Eh ben il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et c'est là que j'ai commencé à vivre, à revivre. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour montrer aux gens mon parcours en premier, oui, mais aussi leur montrer que s'ils ont des problèmes dans leur vie, des problèmes liés à l'angoisse, moi j'ai quand même été diagnostiquée je sais pas ce qu'ils ont diagnostiqué d'ailleurs chez moi, j'ai jamais vraiment su. Mais bon, en gros, à les entendre parler, il y avait plus d'espoir, quoi. J'étais un cas clinique à enfermer et puis c'est bon, quoi. Parce que à chaque fois qu'on me parlait ou qu'on me stressait, ça déclenchait une attaque de panique. Mon surnom, ça aurait pu être attaque de panique, si vous voulez. Voilà. Après est venue la piste de l'épilepsie bien plus tard et c'est encore en question aujourd'hui. Effectivement, parce que euh, dans l'épilepsie, et j'en parle, parce que j'ai écrit là, et ce que je vous ai lu, l'épilepsie, il y a plusieurs formes d'épilepsie. Il y a plusieurs formes d'épilepsie, effectivement. Il y en a qui se voient pas à l'IRM, qui se voient pas sur une IRM classique, qui vont se voir avec des produits de contraste, ou qui vont se voir, qui vont peut-être même pas se voir. Euh, donc, je me suis posé beaucoup la question euh, j'ai cherché en fait. Il y a les crises d'épilepsie, il y a les fausses crises d'épilepsie qui sont diagnostiquées comme telles. Il y a des attaques de panique qui sont diagnostiquées en tant qu'attaques de panique et qui relèvent en fait d'une forme d'épilepsie particulière. Aujourd'hui, la question pour moi reste en suspens. Euh, pour l'instant, je suis pas prête à avoir la réponse, clairement. Je suis pas prête à avoir la réponse. Je suis pas prête à savoir. Euh, je vais juste partir du constat de base qu'aujourd'hui tout va bien. Aujourd'hui tout va bien, donc je n'ai pas envie de revenir dans le passé pour me dire finalement est-ce que c'était de l'angoisse ou est-ce que c'était de l'épilepsie. Euh, voilà, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça puisque je suis en partie guérie. Il faut savoir que les chocs à la tête, c'est quand même ce qui m'est arrivé, les traumatismes crâniens, fracture du rocher, tout ça, ça peut déclencher
de l'épilepsie. C'est pour ça qu'en fait mon raisonnement est pas si bête et quand la question s'est posée, euh, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais bon j'y réfléchis, hein, parfois j'y réfléchis, je me dis oui effectivement ça pourrait être l'élément déclencheur de crise d'épilepsie plus que d'attaque de panique quoi en fait. Effectivement. J'ai vécu des périodes des crises identitaires, on peut appeler ça comme ça, des moments où, précédant une crise, justement, euh, c'est pas que je me reconnaissais pas, c'est que je me sentais vide. Je me sentais vide, j'avais l'impression que mon cerveau allait déconnecter, que j'allais tomber dans les pommes. Euh, donc l'angoisse peut faire ça, mais l'épilepsie aussi. Voilà, pour vous détailler un peu le sujet, seuls des professionnels pourraient y répondre, évidemment, et même les professionnels, des fois, sur le sujet, bah, ils n'ont pas la réponse, et donc aujourd'hui, je suis plus en colère contre la médecine, ce qui est un grand pas pour l'humanité, je pense. Non, je rigole, grand pas pour moi. Je suis plus en colère contre la médecine, malgré tous mes déboires avec eux. Je pense qu'ils ont leurs limites, et parfois, ils acceptent pas de ne pas savoir répondre à des problématiques, à des questions. Ce qui m'a beaucoup énervé, moi, c'est quand on a posé des diagnostics sur moi, alors qu'en vérité, ils n'en savaient rien. Euh, ils en savaient rien, ils ont posé des diagnostics sur moi, ils savaient pas ce que j'étais, ils savaient pas euh, mes problèmes, ils les connaissaient pas, ils avaient pas cherché à comprendre non plus, parce que surtout quand on est interné sous contrainte pour des crises d'angoisse, il faut pas croire qu'on va on va prendre en compte votre parcours, on prend pas en compte votre parcours, mais alors pas du tout. On discute pas du tout avec vous, le truc qu'ils se disent juste c'est attaque de panique, voilà. Donc ils font en fait tout ce qu'ils savent selon leur théorie, qu'est-ce qui peut déclencher des attaques de panique chez quelqu'un, voilà. Et chez moi, le facteur traumatique, post-traumatique, ils y ont jamais pensé. Euh, donc voilà, donc j'ai été traitée vraiment méchamment, hein, un peu comme une folle, je le sentais bien, ils me le disaient pas, mais c'était quand même sous-jacent, ça se sentait ce qu'ils en pensaient. Après, j'ai pris du recul par rapport à ça aussi. Je me suis dit, oui, bon, bah voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. J'ai suffisamment de problèmes pour me soucier en plus de ce que les gens pensent de moi. Je veux dire, c'était pas du tout, et c'est toujours pas dans mes préoccupations, hein, d'ailleurs, hein. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fous, clairement. Euh, voilà, j'apprends à penser à moi, je réapprends à penser à moi, je réapprends plein de choses et j'invite toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau, mal dans leur vie, j'invite ces personnes-là à méditer. À méditer, c'est juste des exemples, hein. Si vous n'aimez pas la méditation, je sais pas, écoutez de la musique, il y a plein d'alternatives. En fait, si vous vous sentez pas bien, renouez avec la terre. Je sais pas, si vous habitez en appartement, vous achetez un bac avec du terreau et vous plantez des plantes chez vous, dans votre appartement. On s'en fout. L'idée, c'est de renouer avec la nature, avec les plantes, avec la terre. Mettez les mains dans la terre, tripotez la terre, sentez la terre, vivez la terre, respirez la terre. Voilà, ouvrez les fenêtres grand, ouvrez les fenêtres en grand, je sais pas, mettez la musique classique à fond, euh, faites tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez. Si votre truc c'est cuisiner, cuisinez. Voilà. Si votre truc je sais pas, dessiner, dessinez. Si votre truc c'est la BD fantastique, héroïque, tout ce que vous voulez, les Marvel, je sais pas quoi, je crois que j'ai pas le droit de citer, désolé. Enfin bref, essayez de trouver le truc, les trucs qui vous font vivre, qui vous font exister au-delà de tous vos problèmes, au-delà de tout ce que vous avez traversé. Je veux dire, dernier message que je veux laisser, c'est quand on a vécu comme moi dans l'angoisse de la mort, parce que j'ai frôlé la mort, donc j'ai vécu ensuite dans l'angoisse de la mort, quand on connaît ces angoisses de mort, quand on connaît la mort, quand on sait ce que la mort a à nous apporter, c'est-à-dire absolument rien, quand on a fait le tour de la question très morbide, hein, bah, je peux vous garantir qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de vivre. Voilà. Et donc moi j'ai envie de vivre et j'ai envie que les autres autour de moi vivent aussi. J'ai envie de partager des moments avec plein de personnes. Voilà. Et donc je fais cette vidéo pour ça. Voilà. J'espère que mon message, bah, il sera passé. J'espère ne pas avoir trop choqué, ne pas avoir trop tourmenté, entre guillemets, parce que c'est pas toujours facile à entendre pour certaines personnes des parcours de vie comme ça. Mais en même temps, c'est aussi un message d'espoir pour tous ceux qui n'y arrivent pas, pour toutes les personnes malades, les personnes à qui on suspecte des cancers, bah voilà, ne vous laissez pas abattre, hein. Ne vous laissez pas abattre, réagissez, peut-être correctement, peut-être un petit peu mieux que moi, c'est-à-dire faites-vous suivre quoi. Non, mais juste pour dire, voilà, ne vous laissez pas abattre par un accident, par
par une incapacité. Je pense aux personnes qui sont handicapées, qui sont sourdes d'une oreille, qui voient très mal, aux personnes qui ont des handicaps, qui ont une jambe en moins, un bras en moins, etc. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Vraiment. Ne vous laissez pas faire. Jamais. Voilà. Donc c'est mon message final. Bonne journée à tous. Bisous.